La trahison a le goût du fer froid. Elle a été livrée aux flammes par ceux qu'elle aimait le plus. Mais elle est de retour, investie du pouvoir qui les terrifiait tant. Si vous voulez voir comment des bourreaux finissent par s'obséder pour leurs propres victimes, restez bien là. C'est ainsi que commence 2 des 3 vengeurs sont obsédés par moi. Et si ma belle a changé la couleur de ses yeux pour récupérer son dû avec les intérêts, faites changer celle du bouton like et abonnez-vous pour ne pas rater une miette de cette revanche. Allez, on attaque! Le dos au mur et une forêt de lames pointées sur la gorge, Mabel voit son histoire commencer dans le sang. Les soldats en sont persuadés, elle est la tristement célèbre sorcière à l'œil maudit, et ils réclament déjà sa tête. Sans la moindre explication, la pauvre fille est traînée sans ménagement au fond d'un cachot crasseux. Il faut dire que dans ce monde, une vieille légende fait des cheveux roux, un véritable aimant à problème, une sorcière aurait juré de revenir un siècle plus tard pour tout réduire en cendres. Et comme par hasard, le délai vient d'expirer, laissant à Mabel le soin d'endosser le pire rôle du scénario. Cela fait 3 jours qu'elle croupit là, à se demander comment sa vie a pu basculer ainsi, elle, la fille d'un marquis et la promise du prince héritier. Alors qu'elle est sur le point de baisser les bras, sa sœur Helena débarque en jouant la tragédie grecque. La blonde parfaite n'est pas venue seule, elle est accompagnée du chevalier de la famille pour donner du poids à la scène. C'est là qu'elle lâche la bombe. Le grand prêtre a été retrouvé mort et des témoins jurent avoir vu une rousse aux yeux d'or sur les lieux. En 2 temps 3 mouvements, le dossier est bouclé et le peuple est déjà convaincu de sa culpabilité. Mabel le sait, si elle est officiellement déclarée réincarnation de la sorcière, son destin s'achèvera sur l'échafaud. Mais Helena, toujours si prévenante, sort un document et lui propose une issue, elle n'a qu'à signer ses aveux, reconnaissant qu'il s'agissait d'un accident dont elle assume l'entière responsabilité. Le chevalier en rajoute une couche, affirmant que sans signature, c'est l'exécution immédiate. Helena lui jure sur son titre de sainte que c'est l'unique moyen de sauver l'honneur de la famille et qu'elle la blanchira plus tard. Terrifiée à l'idée d'entraîner les siens dans sa chute, Mabel finit par céder. Helena l'enlace à travers les barreaux avec une affection qui sonne faux à des kilomètres. C'est le geste d'une sœur exemplaire, le genre à vous lancer une bouée en plomb pour être certaine que vous ne remontiez jamais à la surface. Dès qu'elle récupère les aveux signés, le masque de sainte d'Helena se fissure. Elle contemple le papier avec une lueur avide et crache enfin le morceau maintenant qu'elle a sa signature. L'exécution est inévitable. Mabel est pétrifiée. Elle ne peut croire que la sœur qui l'a toujours protégée soit une telle ordure. Apparemment, Helena a décidé que le meilleur moyen de s'attirer les faveurs du peuple était de sacrifier son propre sang pour que tout le monde dorme sur ses 2 oreilles. Espérant encore qu'il s'agisse d'une blague de mauvais goût, Mabel lui demande pourquoi elle lui répétait sans cesse qu'elle l'aimait. La réponse d'Helena est cinglante. « Parce qu'en te disant ça, tu faisais absolument tout ce que je voulais. » Net et précis. On comprend vite que la blonde était pressée de monter sur le trône et qu'elle n'allait pas laisser une sœur inutile lui griller la politesse. Les autres princes étant déjà 6 pieds sous terre, son fiancé Raoul est devenu l'unique héritier et Helena se voit déjà maîtresse du château. Elle quitte la cellule sans un regard en arrière, suivie de Ricardo, un garde du corps doté d'autant de charisme qu'une plante en plastique. Mabel s'époumonne derrière les barreaux, suppliant Ricardo de l'écouter, mais l'homme s'éloigne comme s'il ne l'avait jamais vu de sa vie. Elle comprend enfin que cet amour fraternel n'a servi qu'à rassembler le bois pour son propre bûcher. Le jour du spectacle arrive et Mabel se retrouve ligotée à un poteau au beau milieu de la place publique. Et celui chargé d'allumer la mèche n'est autre que Raoul Magnolia, son propre fiancé. Le type traîne le surnom d'exécuteur des enfers. Et on devine que ce n'est pas usurpé. Il lui lance un regard d'une froideur plus cuisante que les flammes, comme s'il se contentait de sortir les poubelles un lundi matin. Raoul ne perd pas le nord, il profite de l'événement pour montrer au royaume à quel point son uniforme lui va bien pendant que sa femme tombe en cendres. Dès que Raoul lâche la torche, la foule exulte comme si on venait de marquer le but de la victoire à la dernière minute. En pleine agonie, Mabel est consumée par une haine plus brûlante que le brasier. Elle regrette de ne pas avoir été une vraie sorcière pour utiliser le pouvoir de l'œil maudit et les rayer de la carte avant qu'il ne cesse d'applaudir. Mais au moment où tout s'éteint, un sablier surgit de nulle part et le temps vole en éclats. Mabel rouvre les yeux sous une capuche, avec un éclat doré dans le regard qui promet de régler chaque dette avec les intérêts. La victime n'est plus place à la véritable sorcière. Mabel se retrouve plongée dans l'obscurité face à une femme mystérieuse qui semble en savoir bien plus qu'elle ne veut l'admettre. Sans un mot, l'inconnu encapuchonné dépose un baiser sur son front, comme pour lui transmettre un pouvoir directement dans l'esprit. Les yeux de Mabel s'embrasent et son regard change instantanément. Elle vient d'hériter d'un don qui lui servira à bien plus qu'à simplement tout briser. Avant même de comprendre ce qui lui arrive, elle se redresse d'un bond dans son lit, trempée de sueur, tandis que le souvenir des flammes lui brûle encore la peau. C'est l'incompréhension totale. Elle n'était que cendre il y a un instant, et la voilà de retour dans sa chambre, vêtue de son pyjama habituel. Kate, la seule employée du manoir qui ne soit pas une peste, entre alors pour lui annoncer qu'il est temps de commencer la journée.
En entendant le programme, Mabel se fige, elle doit se rendre au château de Raoul pour célébrer sa promotion. C'est là qu'elle réalise qu'elle a remonté le temps de 2 ans. C'est une chance inespérée d'éviter de finir sur le bûcher. À cette époque, Raoul n'était que le 3e prince, un paria méprisé pour son illégitimité qu'on lui avait fiancé, car personne ne misait sur lui. Mais personne n'avait prévu que la peste ferait si bien les choses pour sa carrière politique. Elle a emporté tous ses frères aînés en à peine une semaine, lui laissant le trône sur un plateau d'argent sans qu'il ait à lever le petit doigt. Mabel enfile sa plus belle robe pour donner le change, essayant de digérer le fait qu'elle est revenue pile au moment où tout a basculé. Elle avance dans le couloir, luttant pour ne pas s'effondrer, quand sa sœur Helena surgit devant elle. Mabel reste de marbre face à cette blonde, dont la douceur apparente sonne plus faux qu'un jeton de plomb, une femme capable de l'envoyer à l'échafaud, sans sourciller, pour une simple miette de pouvoir. Helena la bouscule avec désinvolture, mais intérieurement, notre héroïne revit chaque seconde du moment précis de sa propre exécution. Au dîner, l'ambiance est si lourde que personne n'ose faire de bruit en mangeant. Le père de Mabel, avec la subtilité d'un boulet de canon, lui rappelle qu'elle est la honte de la famille, car elle ne possède pas une once de magie. Profitant de l'humeur massacrante du vieil homme, Helena lance son hameçon avec son plus beau visage d'ange. Elle propose d'envoyer un cadeau à la fille d'une comtesse et suggère que Mabel s'occupe de la broderie. Le plan est rodé, la rousse doit s'esquinter les doigts à coudre pour que la blonde puisse ensuite se pavaner avec des talents qu'elle n'a absolument pas. Dans sa vie antérieure, Mabel aurait accepté d'être la petite main de sa sœur, mais aujourd'hui, les règles ont changé. Dès qu'Helena joint les mains pour la supplier, Mabel lâche un non si sec qu'il résonne dans toute la salle à manger. Un silence de mort s'installe. Manquant de s'étouffer, son père se lève d'un bond, incapable de croire que sa fille ratée ose l'ouvrir face aux joyaux de la famille. Malgré les hurlements de l'homme, Mabel ne cille pas. Avec un calme olympien, elle retourne l'argument. Si ce lien avec la noblesse est si crucial, il est logique que le cadeau soit confectionné par la personne la plus douée de la maison, c'est-à-dire Helena. Prise au piège de son propre rôle de fille parfaite, la blonde n'a d'autre choix que d'accepter la tâche pour ne pas passer pour une menteuse. Premier round pour Mabel, mais pas le temps de fêter ça, il faut maintenant affronter le vrai problème, le prince Raoul. L'homme qui, dans le futur, l'a condamné à mort sans l'ombre d'un regret. Un type avec l'empathie d'une pierre et une réputation de monstre. Le simple fait de repenser à son visage lui donne la nausée. Mais elle sait qu'elle doit avancer ses pions avant qu'il ne prépare la guillotine. Sur le chemin du château, les rumeurs de la rue confirment que le bougre est un danger public. Raoul a la délicatesse d'un lance-flamme, il a récemment réglé une invasion de mythes vampires en rasant la forêt entière, convaincu que la meilleure façon d'éliminer un problème est de ne rien laisser debout derrière soi. C'est forte de ce passif que Mabel arrive au rendez-vous, prête à voir si le prince fait toujours le poids face à quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Tout a commencé 6 mois avant que Mabel ne remonte le temps, à l'époque où le roi plaçait déjà ses pions. Comme son fils Roll revenait auréolé de 1000 victoires, il a jugé que la meilleure des récompenses serait de l'unir à la prestigieuse lignée des Furiaria. Le hic, c'est que Raoul n'est pas vraiment du genre à vous accueillir avec un bouquet de fleurs. On le surnomme le bourreau des flammes infernales, un charmant garçon qui a la fâcheuse habitude de réduire en cendres tout ce qui l'irrite. Helena, jouant les victimes à la perfection, a juré qu'il la terrifiait et que même ses pouvoirs de sainte ne pourraient la protéger d'un tel monstre. Ce petit mélodrame a fait les affaires de leur père. Plutôt que de risquer sa fille préférée, il a décidé de sacrifier Mabel. Le prince étant un fils illégitime, pour ses parents de l'année, la fille qu'il considérait comme un fardeau était la monnaie d'échange idéale. Mais le jeune homme aux cheveux d'argent a pris ce changement de dernière minute comme une insulte personnelle. Pour lui, recevoir lait, incapable au lieu de la prodige, était un signe de mépris flagrant. Il a donc décidé de lui rendre l'appareil. Il l'a tellement ignoré que la pauvre fille a passé des mois à faire tapisserie, traitée comme un simple meuble au sein du château. De retour dans le présent, notre héroïne sait que sa priorité est de se débarrasser de cet héritier au tempérament explosif. Elle n'a pas oublié que, dans sa vie antérieure, Helena l'avait fait assassiner par pure jalousie. Dès que les héritiers sont décédés et que Mabel est devenue la prétendante au trône, la blonde n'a pas supporté de voir sa sœur aînée s'élever au-dessus d'elle. Soudain, le bourreau entre dans la pièce d'un air menaçant, lui demandant ce qu'elle fiche ici avec la chaleur d'un glacier. Mais au lieu de trembler, Mabel a l'impression de décrocher le gros lot. Que ce type soit un odieux personnage est la meilleure nouvelle possible s'il ne peut pas la piffrer. Elle n'aura qu'à se servir de ce rejet pour faire capoter les fiançailles en un claquement de doigts. Elle tente de se justifier en expliquant qu'elle avait envoyé une lettre pour prévenir de sa venue. Mais le prince semble avoir royalement ignoré l'information. La tension est à couper au couteau jusqu'à ce qu'un officier intervienne pour annoncer que le thé est servi. En se dirigeant vers le jardin, elle en profite pour repérer quels hauts dignitaires du temple seront présents. Elle veut savoir exactement qui rayer de la liste quand elle lancera sa purge. Roll la dévisage, persuadé que la rousse ne fait rien sans une idée derrière la tête. Une fois seul, il se lève brusquement et l'accule contre son siège d'un regard pesant. « Qu'est-ce que tu manigances ?» lui lance-t-il sans détour. Mabel se crispe, mais s'enferme dans son mensonge en tant que future épouse. Elle veut simplement veiller aux moindres détails. Roll ne gobe rien, et c'est là que l'ambiance dérape.
À bout de patience, sa magie s'embrase et les flammes jaillissent autour d'eux comme si une conduite de gaz venait d'exploser. C'est la fameuse furie magique, ce déferlement de mana qui réduit tout en cendres dès qu'il perd les pédales. La jeune femme reste pétrifiée devant ce spectacle jusqu'à ce que, soudainement, le feu s'éteigne de lui-même. Il lui ordonne de ne pas bouger, prétextant qu'il a quelque chose à lui remettre, avant de s'éclipser avec un calme olympien assez effrayant. Encore tremblante, notre héroïne se confirme que son futur mari est un véritable danger public. Mabel sait qu'elle ne peut pas baisser la garde une seule seconde. Raoul est une bombe à retardement et elle se trouve pile dans le rayon d'explosion. Pendant ce temps, dans le bureau royal, un employé au bord de la syncope implore le pardon du prince pour une erreur administrative. Il s'avère que le responsable des archives a bêtement égaré une lettre de la fiancée. Le bourreau le fixe comme s'il choisissait déjà la couleur de son cercueil et le prévient qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le pauvre bougre s'enfuit avant d'être transformé en tas de cendres. Mais dès que la porte se referme, le masque de dur à cuir du prince tombe. Il contemple l'enveloppe avec une délicatesse insoupçonnée et avoue à mi-voix que celle-ci est exactement la 10e. Le type qui terrifiait tout le monde il y a une minute affiche maintenant un air rêveur et soupire comme s'il allait à son premier rendez-vous. En réalité, le grand bourreau est le président du fan club de la Rousse. C'est un grand romantique qui collectionne ses lettres en secret pendant que le reste du monde tremble devant lui. Il reste là, à l'appeler sa bien-aimée, confirmant que son cas relève de l'obsession pure et simple. L'air patibulaire du prince n'était qu'une vaste comédie. Alors que Mabel se demandait s'il allait l'envoyer au bio, Raoul, lui, était en pleine extase. Il la contemplait en se disant que rien au monde ne pouvait être aussi parfait, faisant un effort surhumain pour garder son masque de marbre et ne pas griller à quel point il était raide dingue d'elle. Le souci, c'est qu'en voulant jouer la carte du naturel, il a fini par prendre un ton de flic en plein interrogatoire. Il lui a demandé avec une intensité totalement déplacée pourquoi elle tenait tant à assister à sa cérémonie d'investiture. Mais Mabel, plus vive que lui, l'a stoppé net avec une réponse imparable. C'est son devoir de tout comprendre puisqu'elle sera la future consort. Là, c'est l'écran bleu dans la tête de Raoul. Le petit prince s'est emballé tout seul, persuadé qu'elle est à fond uniquement parce qu'elle meurt d'envie de l'épouser au fond. C'est juste un caniche qui joue les loups. C'est pile à ce moment qu'un de ces papillons magiques à la mine patibulaire s'est introduit dans le jardin pour s'en prendre à la jeune femme. Raoul l'a repéré au vol et, pour ne pas l'effrayer, l'a purement et simplement supprimé d'un claquement de doigts. Il l'a rayée de la carte avant même qu'elle ne remarque la bestiole. Après cette petite démonstration de magie de nettoyage, faisons un saut dans le temps. Raoul réapparaît avec un écrin, essayant de gérer ses propres démons. Il sait qu'il traîne une réputation de bourreau des enfers, et il est convaincu que Mabel l'exècre. Il a même songé à annuler les fiançailles, il a beau être dur, il a ses limites. Il s'approche et lui tend un coffret contenant un collier incroyable, le genre de bijou qui vaut le PIB d'un pays. C'est une relique portée par toutes les princesses héritières, mais pour ne pas avoir l'air désespéré, il lui a balancé que c'était un simple prêt, puisque rien n'est encore signé. C'est bien le seul type du royaume capable de vous offrir le trésor de la couronne en prétendant qu'il vous le prête juste pour ne pas qu'il prenne la poussière dans un tiroir. Mabel a accepté le geste, même si elle a trouvé ça très louche dans sa vie précédente, ce bijou lui était parvenu par courrier, pas en main propre. Pour couronner le tout, Raoul a prétexté un problème de logistique pour justifier l'absence de sa lettre. Elle s'est confondue en excuses pour ce manque de respect, tandis qu'il rejetait la faute sur les services postaux. Ils sont restés là, dans un silence si pesant qu'on aurait eu envie de commander un Uber pour fuir la scène. Mabel n'arrivait pas à réaliser qu'il essayait de s'excuser à sa manière. Et c'est ainsi, entre bijoux prêtés et demi-mots, que la nuit est tombée sur le château. Alors que Mabel se repose, la vérité sur sa première vie éclate enfin au grand jour. Raoul ne l'avait pas tuée par haine, mais parce qu'il était éperdument fou d'elle. À l'époque, Mabel avait été condamnée pour sorcellerie, et même si Raoul avait hurlé pour la sauver, personne n'avait daigné l'écouter. Le roi, un vieux crouton qui aurait dû passer l'arme à gauche depuis longtemps, avait posé un ultimatum à son fils, soit il l'immolait lui-même avec ses flammes, soit le vieux s'en chargeait en personne. Une méthode très pédagogique pour lui rappeler que le devoir royal passe avant les sentiments. Raoul a fini par obéir aux ordres, mais il a instantanément disjoncté. Dès qu'elle s'est volatilisée, le garçon est entré dans une rage folle, réduisant tout en cendres autour de lui, entre les cris et les larmes. C'était une preuve d'amour assez toxique. Il a fait en sorte que le royaume entier finisse en poussière, s'assurant ainsi que personne n'ait à se donner la peine d'hériter du trône après lui. Mabel se réveille en sursaut, hantée par ce regard désespéré de Raoul qui lui brûle encore la mémoire. L'image de l'assassin de sang-froid qu'elle gardait en tête ne colle plus, il y a un truc dans cette histoire qui ne tourne pas rond. Pendant ce temps, Elena fait son entrée, la sœur blonde qui joue les saintes mais dont la liste de péchés est plus longue que son héritage. Elle se plaint que jouer la fille parfaite est un sacrifice insupportable, prouvant bien que sa gentillesse n'est qu'une façade. Elle est nerveuse parce que Mabel ne se laisse plus marcher sur les pieds et cette étincelle de rébellion dans les yeux de sa sœur lui gâche tous ses plans. Elena n'est pas stupide, et faute de pouvoir s'en prendre à quelqu'un, elle passe ses nerfs sur un pauvre chat errant qui passait par là. Elle le dévisage comme s'il était une erreur de la nature et ordonne à Ricardo de le dégager de sa vue immédiatement.
Le type est une véritable machine à obéir. Il lève la main et, en un instant, la pauvre bête finit transformée en bloc de glace. Une fin brutale pour un chat qui ne faisait que traverser le jardin. Mabel observe la scène depuis sa fenêtre, le cœur au bord des lèvres, mais Elena, elle, est fascinée. Elle ricane en disant que le chat a maintenant l'air aussi pathétique que sa sœur et suggère à son toutou de compagnie qu'il pourrait faire subir le même sort à Mabel pour abréger leur souffrance à toutes les deux. Ricardo acquiesce sans sourciller pour lui. Planifier un meurtre a autant d'importance que de choisir sa marque de lait. Mabel reste pétrifiée en comprenant que sa propre sœur vient de signer son arrêt de mort avant même l'heure du déjeuner. Ricardo n'a pas une once de pitié. Ce type est capable d'utiliser sa magie pour congeler un pauvre petit chaton sans sourciller, prouvant qu'il est le pire des sadiques. Mabel observe la scène depuis la fenêtre, pétrifiée de terreur. Elle se précipite dehors pour tenter d'intervenir, mais s'arrête net au milieu du chemin en plein doute. Elle garde le souvenir d'un Ricardo bien différent. Enfant, il était déjà taciturne et impassible, mais il n'avait rien de dangereux. Elle revoit clairement le jour où il avait trouvé un oisillon tombé du nid. Au lieu de l'achever, Ricardo avait grimpé à l'arbre pour le remettre à sa place, sans dire un mot. Si vous pensiez qu'il avait encore un cœur, vous pouvez oublier, ce souvenir appartient visiblement à une époque révolue. C'est une évidence, le garçon qui sauvait les oiseaux est mort depuis longtemps. Pendant ce temps, les domestiques s'en donnent à cœur joie dans un coin. Elles disent que Ricardo est un vrai fantôme et qu'il a mérité son surnom de « tueur de sang-froid ». Pas seulement à cause de sa magie de glace, mais parce qu'il vous raie de la carte sans scier. Le gars est un véritable exterminateur d'obstacles. C'est alors qu'apparaît Elena, la blonde aux airs de sainte qui joue les gentilles avec tout le personnel. Elle distribue quelques sourires de façade et les servantes tombent direct dans le panneau, la trouvant adorable sans se douter qu'elle les méprise profondément. Elena savoure clairement le fait de manipuler des gens qui n'ont aucune idée de sa vraie nature. Les domestiques ne comprennent pas pourquoi la princesse tient tant à un type aussi louche, mais la réponse est simple pour une manipulatrice comme Elena. Avoir un chien de garde qui soit une arme de destruction massive est un luxe absolu. Heureusement pour Mabel, le drame familial attendra un peu car les gens du palais sont arrivés pour l'essayage de sa robe. Malgré les complots, elle doit au moins être impeccable pour la cérémonie. Mabel pousse un soupir de soulagement en voyant que le prince n'est pas là, mais elle sait qu'elle ne doit pas baisser la garde pour autant. Kate part faire quelques courses, laissant la jeune rousse seule pour tuer le temps avec un livre. En voulant chercher une ferrure pour réparer un meuble, elle se retrouve avec la poignée dans la main. Un vrai désastre. On voit bien qu'Elena a le budget du palais alors qu'elle doit se contenter de celui d'une pension miteuse. Même ses tiroirs tombent en lambeaux. Puisque les autres employés sont des vipères finies qui ne lèveront pas le petit doigt, elle décide de s'en occuper elle-même. Elle se dirige vers le dépôt d'outils, bien décidée à ne pas se laisser abattre par une vis desserrée, sans remarquer que quelqu'un la suit de près. À peine est-elle entrée dans le hangar qu'elle entend le bruit sec de la porte qui se verrouille derrière elle. Elle essaie d'ouvrir, mais c'est bloqué, il n'y a pas de serrure. Quelqu'un l'a délibérément enfermée de l'extérieur. Et voilà Elena, avec son sourire de détraquée, savourant sa petite méchanceté. Mais ce n'est pas une simple blague de gamine capricieuse. Elena est du genre à vous éliminer définitivement. Mabel sent un regard pesant dans sa nuque et comprend qu'elle n'est pas seule. Ricardo, le boucher personnel de sa sœur, l'attendait dans l'ombre. Il sort une dague avec le calme olympien de celui qui sait exactement où il va frapper. Il est clair qu'il n'est pas venu pour l'aider à bricoler, mais bien pour terminer la sale besogne de sa maîtresse. Mabel comprend que le plan pour l'évincer est déjà en marche et qu'elle n'a nulle part où se terrer. Soudain, Ricardo surgit dans la remise, une dague étincelante à la main. La jeune femme se voit déjà passer l'arme à gauche, persuadée que le bougre n'hésitera pas une seconde à la liquider. Pendant ce temps, au manoir, les domestiques sont sur les dents, la protagoniste est introuvable pour l'essayage de sa robe. Elena, la soi-disant sœur angélique, affiche un air inquiet tout en suggérant qu'elle s'est peut-être retrouvée coincée quelque part. Elle a le don pour les devinettes, celle-là, non, une fois dans le jardin, la blonde arbore un sourire de méchante de film qui lui barre tout le visage. Se servir de Ricardo pour se débarrasser de sa sœur lui semble presque trop facile, mais elle ne boude pas son plaisir pour autant. Elle savoure d'avance la tête que fera le prince Raoul quand il se fera poser un lapin, prouvant qu'elle est une ordure finie, pure et simple. Elle se voit même déjà récupérer la robe de Mabel pour elle-même. Elena tente de joindre son homme de main pour faire le point sur la besogne, mais Ricardo reste aux abonnés absents. De retour dans la remise, la rousse ferme les yeux, attendant le coup de grâce. Mais au lieu de sentir l'acier, elle entend le type lui dire de ne pas bouger pour éviter de s'en mêler les cheveux. Il s'avère que la dague ne servait qu'à dégager une toile d'araignée gênante. Un tueur avec une maniaquerie pareille, c'est du jamais vu. Mabel ne sait plus s'il se paie sa tête ou s'il est sérieux. Ricardo jure qu'on l'a seulement chargé de ranger l'endroit, mais elle le trouve toujours aussi indéchiffrable. Finalement, le garçon la plante du regard et lui retourne la question qu'est-ce qu'elle fiche. Elle, dans un trou pareil. C'est un truc de dingue. On est passé d'un enterrement à un tuto ménage en 2 secondes, tout comme le boucher qui sort sa lame pour dégommer les toiles d'araignée. Montrez votre précision et claquez un gros like sur la vidéo. Abonnez-vous tout de suite et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, à plus!